Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est au pied levé que j'ai le plaisir d'introduire ce forum. Merci Eric pour ton introduction. Je ne dirais pas que je suis la spécialiste, mais en tous les cas, j'ai réfléchi sur les sujets de, vous savez, ce qu'on appelle communément la RSE, cette responsabilité sociétale, environnementale de toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Dès lors que l'on pratique et que l'on met à disposition des produits, eh bien, on doit se soucier de leur impact positif ou négatif qu'ils ont sur des tiers ou l'environnement. Et donc, c'est ce qui m'anime depuis maintenant une dizaine d'années. Effectivement, j'y ai consacré mes travaux de recherche et j'ai le plaisir de mener des activités à l'Executive Education de l'École des Mines pour accompagner tous les professionnels, publics, privés, sur ces réflexions à travers des certificats environnement santé, le premier certificat aussi RSE pharmaceutique, parce que le secteur de l'industrie pharmaceutique est très moteur sur ces questions depuis plusieurs années. Alors, pour remettre le contexte, peut-être partir un petit peu, élargir le sujet pour replacer les discussions qui vont être de toute la matinée dans le cadre plus large, on va dire, du Green Deal européen. Je ne sais pas si vous avez en perspective l'engagement de l'Europe depuis 2019 qui, pour pallier tous les grands défis écologiques auxquels nous sommes confrontés, a lancé donc son Green Deal, en français ce pacte vert, pour embarquer tous les pays européens vers des transitions. Alors le premier engagement, il est pour le climat, cette grande ambition, comme vous le savez, de réduire les émissions de gaz et de gaz à effet de serre en Europe, qui, comme vous le savez, est le troisième continent, enfin après la Chine et les États-Unis, l'Europe est le troisième émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Donc l'Europe veut être le premier continent à insuffler et à réussir à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc ça, c'est le premier volet de ce pacte vert. Et pour les curieux, vous allez aller dans la Commission européenne et vous verrez bien toute la déclinaison des objectifs opérationnels que la France implémente au fur et à mesure, notamment sur la mobilité, etc. Le deuxième grand volet, qui concerne là plus particulièrement le sujet dont on va parler, c'est l'atteinte, cette ambition de zéro pollution. Quand l'Europe parle de zéro pollution, elle parle des pollutions de l'air, de l'eau et des sols. On a fait allusion tout à l'heure. Et donc, dans cette volonté de zéro pollution, il y a toute une ligne d'objectifs très opérationnels. Mais ce qui est très intéressant, quand l'Europe parle de zéro pollution, ce que je trouve dans l'évolution de la prise de conscience, c'est qu'elle intègre dans le volet plus général du concept d'une seule santé, que vous avez tous entendu parler. Elle intègre véritablement dans ce concept-là en disant, pour la première fois, que les pollutions aujourd'hui, elle donne ces chiffres-là, c'est à peu près encore 9 milliards de personnes dans le monde qui décèdent des pollutions. Si on prend l'Europe, c'est un décès sur 8 de patients européens qui seraient liés aux pollutions. Et donc, elle prend l'axe d'une seule santé pour amener son ambition zéro pollution, dans l'idée que si on protège et qu'on dépollue les écosystèmes, si on protège l'environnement, eh bien, aussi la santé des animaux, eh bien, on va protéger la santé humaine. Eh bien, toutes ces santé, santé de l'environnement, santé de la biodiversité et la santé humaine sont inextricablement liées. C'est comme ça que l'Europe amène le sujet de la lutte contre la pollution. Et donc, évidemment, ça concerne tous les produits, tous nos modèles de société. Ça réinterroge le modèle de société. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'Europe vise, avec cette vision-là, d'amener la prévention. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aujourd'hui un ministère de la Santé qui s'appelle ministère de la Prévention. Eh bien, amène la prévention dans toutes les politiques européennes. En tous les cas, c'est sa volonté. Donc ensuite, quitte au pays de s'approprier ces sujets. Alors ce Green Deal européen, il s'inscrit aussi dans la feuille plus globale de l'agenda 2030 de l'ONU. Tout ceci est vraiment tout aligné. Vous savez, c'est 17 objectifs du développement durable où toutes les organisations publiques, privées, philanthropiques sont invitées à collaborer. C'est pour ça que tu parlais de collaboration. On est vraiment dans cette idée de collaboration pour apporter des solutions co-construites et aux 17 objectifs du développement durable, dont le climat, la biodiversité, évidemment, la protection de l'eau et d'autres.
Donc voilà, ça c'est la vision européenne. Et dans cette dimension de lutte contre la pollution, il y a plusieurs objectifs. Je ne vais évidemment pas vous les citer tous, mais il y en a un qui me paraissait intéressant de focuser aujourd'hui parce que c'est cet engagement sur le plastique, cette réduction de plastique. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à quelques pas d'ici, siège depuis hier le 175 pays qui sont rassemblés pour apporter et pour essayer de construire un traité international qui serait historique sur la lutte contre le climat. Le plastique, pour réduire le plastique. Voilà. Donc, pour vous dire que ça, c'est un focus qui est très important pour l'Europe, la lutte contre le plastique. Je pense que les discussions vont être un petit peu animées, puisque entre ceux qui veulent préserver quand même le plastique et avoir des actions plutôt sur le recyclage et d'autres qui veulent plutôt éliminer toute forme de plastique. Donc, bon, voilà, le traité, c'est fait pour ça. Il va y avoir de longues discussions durant toute la semaine. On verra bien. Donc la France, comment a-t-elle réagi à tout ça ? Eh bien, elle a réagi. Pour moi, il y a vraiment deux lois qui impactent et qui accélèrent tous ces sujets. C'est vraiment la loi AGEC de 2020 et la loi Climat et Résilience de 2021. Donc cette loi AGEC de 2020, qui est dans la continuité de l'accompagnement du Green Deal, la déclinaison opérationnelle en France. Et donc cette loi AGEC avec cette ambition première sur le plastique, comme vous le savez, d'éliminer le plastique à usage unique jetable à l'horizon 2040. Et donc là, il y a toute une granularité de plans opérationnels qui est mis en place par la France. Je pense que toutes les entreprises y sont concernées et sont engagées. Alors là, se pose, si on prend par exemple un produit de santé vraiment très clair qu'est le dispositif médical, par exemple, vous savez qu'à l'horizon 2024, il y aura l'interdiction de commercialiser un dispositif médical qui contient des microplastiques. Donc ça veut dire que ça pousse les industriels à une éco-conception, une rediscussion pour limiter les déchets et la pollution. Et puis, bien sûr, se pose la question du blister. Comme vous le savez, ce plastique et cet aluminium qu'on n'arrive pas encore à trouver d'alternative, qui reste le grand défi de l'industrie et de tous les acteurs de la chaîne sur ce sujet. Là aussi, je crois que la DELF parle que 40% des déchets, des emballages pharmaceutiques sont du plastique et de l'aluminium. Donc ça, c'est un déchet. C'est un déchet qui va bien... voilà, c'est un défi d'innovation qui reste encore à accomplir par les industriels et les acteurs de la chaîne. Bon, voilà, donc ça, c'est vraiment le volet plastique est important dans la loi AGEC, dans la continuité des engagements de l'Europe. Et puis ensuite, ce qui est intéressant dans la loi AGEC, c'est, vous savez, ce grand pilier de lutter contre le gaspillage. La loi AGEC, c'est vraiment la loi pour lutter contre le gaspillage et amener l'économie circulaire. Et donc, sur la lutte contre le gaspillage, eh bien, l'une des mesures qui était poussée par Emmanuel Macron dès sa première campagne, souvenez-vous-en, c'était cette vente de médicaments à l'unité. Est-ce que oui ou non, ce serait une solution ? C'est aussi peut-être quelque chose que vous allez débattre, peut-être pas aujourd'hui, mais qui reste sous-jacent. Alors, il y a des expérimentations, il y a des médicaments aujourd'hui qui sont délivrés à l'unité, mais est-ce que c'est forcément des solutions, justement, quand il y a des blisters, aluminium, voilà. Donc, ça pose d'autres questions. Et donc, c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir tous les acteurs de la chaîne pour aborder ces questions-là, parce que, évidemment, ce n'est pas qu'un seul acteur qui va amener l'innovation sur ces questions. Et puis, l'AGEC a aussi poussé, vous savez, le mieux informé pour guider tous les usagers que nous sommes au tri, bien sûr, donc ces fameux logos Triman. Donc, on a vu émerger de plus en plus. On guide le consommateur, l'usager, dans son rôle de citoyen pour pouvoir réduire les déchets. Et puis, bien sûr, le dernier volet de la loi, c'est le mieux produire. Toute cette réglementation autour des filières REP, avec cette idée d'élargir la responsabilité de tous les producteurs pour qu'ils puissent, en créant des filières, alors celle du médicament est créée depuis longtemps et Thierry pourra nous en parler bien sûr, mais voilà, c'est vraiment s'élargir, élargir ces filières. Encore une fois, on voit bien que c'est une question de multi-acteurs pour pouvoir accompagner. Mais la loi AGEC, elle va imposer deux choses. Elle va imposer quand même un cahier des charges beaucoup plus sévère aux éco-organismes, il faut le savoir. Donc il y a vraiment une volonté d'appuyer pour que les éco-organismes délivrent des chiffres très précis de prise en considération notamment du recyclage. Et la deuxième volet de cette loi va insister sur le producteur, cette fois-ci en l'obligeant à déployer des plans sur 5 ans d'éco-conception de ses produits. Donc on voit bien qu'il y a des attendus et des exigences qui sont amenées par cette loi AGEC.
Mais bon, pour accompagner beaucoup de laboratoires pharmaceutiques, je sais qu'ils travaillent beaucoup sur ces questions. Et voilà, mais c'est encore des défis qui sont très importants. Donc voilà, la deuxième loi, donc, comme je vous le disais, c'est la loi climat et résilience. Et si je devais focuser sur une des mesures de cette loi qui me paraît vraiment importante, c'est celle, vous savez, qui pousse à l'affichage, l'étiquette environnementale des produits. Donc on est dans cette dynamique où on pousse tous les produits à mesurer leur empreinte écologique. Et pourquoi? Avec cette volonté d'être transparent vis-à-vis du consommateur, vis-à-vis de l'usager, pour que nous, consommateurs, on puisse agir, faire des choix avisés, choisir les produits, être des acteurs concernés de cette économie plus verte, on va le dire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, la réglementation touche plutôt des produits textiles et cosmétiques. La loi devrait être en vigueur officiellement à partir de 2024, l'année prochaine, mais ça soulève pour tous les produits la question de comment on mesure l'empreinte d'un produit. Et typiquement sur le médicament, le défi est vraiment très, très, très important parce que ça veut dire qu'il faut repérer toutes les matières premières sur toute la chaîne de la valeur. C'est assez compliqué. Et là, on voit émerger beaucoup d'attentes, notamment des établissements de santé aussi, parce que dans cette loi climat et résilience, elle a bien été pensée. D'un côté, elle pousse à avoir cet affichage écologique des produits, puis d'un côté, elle a durci la réglementation sur ce qu'on appelle le verdissement de la commande publique. Et donc, ça force les établissements de santé, au sens positif, n'y voyez pas une connotation négative, ça oblige en tous les cas à poser des questions écologiques sur les produits qu'on ne se posait pas avant. Et donc, du coup, il y a une tension et des discussions entre des appels d'offres, entre l'affichage des produits. Donc là, on voit bien qu'il y a un challenge collectif à relever parce que c'est évidemment pas tout. Les industriels ne pourront pas mener ce travail seuls, mais les établissements de santé ne pourront pas le mener non plus seuls. Et donc là, il y a bien un écosystème à travailler pour que collectivement, on arrive à réduire l'empreinte écologique. Et donc, ce forum, c'est vraiment, il arrive à point nommé dans ses réflexions, puisque l'usage est vraiment l'un des moyens très concrets pour pouvoir agir sur ces sujets. Mais voilà, donc c'est vraiment l'affichage écologique des produits, la commande publique verte, c'est vraiment les deux grandes orientations de cette loi climat et résilience qui a donné pour moi vraiment un coup d'accélérateur pour tous les acteurs pour se saisir de ce type de sujet. Puis voilà, et puis quand même pour finir, et je finirai sur ça, ne pas oublier quand même que la loi climat et résilience a amené la notion d'écocide, de délit d'écocide. Donc cette idée que il va y avoir des amendes et un contrôle beaucoup plus important qui vont être donnés sur ceux qui vont polluer. Et donc cette notion de délit d'écocide, elle peut quand même aller jusqu'à des amendes, des prisons de 10 ans et des amendes de l'ordre de 22,5, je crois, millions d'euros. Donc voilà, il y a une dynamique aussi de sanctions derrière. Donc c'est pas la volonté de la loi, mais quand même la notion d'écocide est quelque chose qui est rentré. Donc voilà, je voulais juste remettre que tous les débats très opérationnels d'usage du médicament s'inscrivent dans ce scope plus large d'un engagement européen et français qu'il est important d'avoir en tête, que le défi, il est vraiment collectif, vous l'avez bien compris, et le défi, il est au-delà de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, ça s'inscrit dans un modèle économique, ça questionne les modèles de société, ça questionne la manière dont on veut consommer demain le médicament. Et on a soulevé quelques questions. Donc voilà, c'est un petit peu le parti pris, tout ça pour préserver la santé de chacun. Donc de nombreuses questions à travers cette introduction. Je pense qu'on va traiter tous ensemble dans la journée et avec plaisir pour vous retrouver à la conclusion. Voilà, merci et bon colloque. Merci, on t'applaudit. Merci infiniment, Nathalie, de t'être livrée avec beaucoup de brio à cet exercice au pied levé. Je vous promets, c'est vraiment au pied levé. Nous te retrouverons avec grand bonheur au moment de la conclusion. Je vois que Nathalie, au premier rang, veut réagir. Oui. Bernard Collin,
un internaute qui vous demande quelle est cette certification RSE dont vous avez parlé. Voilà, si vous pouviez donner une précision. Oui. Donc, d'ailleurs, avec le LEM, hein, vous savez que le LEM a engagé tout le secteur dans le pacte d'engagement du LEM. Et un des sujets qui nous paraissait important, c'était de faire monter en compétences les experts de la RSE dans cette industrie. Et donc, en relation et en collaboration avec l'Executive Education de l'École des Mines, nous avons mené donc nous avons créé ce certificat RSE pharmaceutique, qui est une des attentes, hein, en plus dans des gouvernances responsables en RSE. On doit former les acteurs impliqués. Et donc, on forme ceux qui le souhaitent, en tous les cas, les responsables RSE, les responsables compliance juridique, sur tous les sujets de durabilité. Et surtout, ce qu'il faut bien qu'on entende, c'est que dans la culture de la RSE, c'est cette culture du rendre compte. Voilà, rendre compte, pour pouvoir vraiment donner aux acteurs financiers, toutes les parties prenantes d'usagers du médicament, bien une transparence sur ces activités de prise en considération de l'impact positif ou négatif. Voilà. Donc c'est Executive Education de l'École des Mines où nous avons créé ce premier certificat. Et c'est la première promotion. Donc voilà, et on a quand même 12 laboratoires qui sont inscrits. Ça montre la volonté du secteur de s'approprier ce sujet. Ouais. Voilà. Merci. Ça me donne l'occasion de présenter Nathalie Freinet, qui est vraiment un pilier de l'ABUM. Nathalie, merci pour tout ce que tu fais pour cette association et qui aujourd'hui va jouer le rôle de passeur de questions. Hein. Je crois à partir du chat, chacun d'entre vous peut interroger ou dans la salle, si vous le souhaitez, à tout moment, nos intervenants. Un grand merci encore à Nathalie pour nous avoir bien montré à quel point un train est en marche. Hein. Enfin, moi, j'avoue que je suis le premier à apprendre beaucoup de choses ce matin. Je reconnais ma naïveté sur toutes ces questions. Et je vois un cadre légal est déjà posé. Et il faut juste nous interroger sur à quel moment on rentre dans le train, quoi, hein, et qu'est-ce qu'on fait. C'est ce qu'on va essayer de se dire toute la matinée.